La web-série RL3 vient de s'achever. Comme je ne suis pas original et que je pense comme tout le monde, j'ai évidemment adoré. Mais je me suis aussi demandé pourquoi j'avais tant aimé. Et la réponse, le scénario super bien ficelé, me paraissait un peu facile comme simple raison. Alors j'ai creusé. Les attentes qu'on a en tant que spectateur sont assez contradictoires. Et des attentes, on en a tout le temps. Que ce soit pour la prochaine saison d'une série que tu viens de terminer, un film annoncé que tu attends depuis longtemps, ou bien le prochain gros projet d'un créateur qui t'inspire, c'est un sentiment qui nous fait vibrer et nous maintient en attente pour la suite. On est fan parce qu'on a vécu certains moments forts et l'idée de revivre ça à l'avenir nous excite. C'est grâce à des expériences passées qu'on construit nos attentes du futur. On attend le nouvel album d'Orelsan parce qu'on s'est identifié au précédent et qu'ils nous ont transmis des messages impactants. On est dans l'attente que ça recommence. De l'autre côté, les attentes sont aussi souvent la cause de toutes nos déceptions. C'est impossible de faire des généralités, mais c'est souvent le cas. En se créant des attentes, on se prépare à revivre les mêmes émotions du début. On s'attend à retrouver une suite dans l'expérience, comme quelque chose de constant. Le problème, c'est que si ce qu'on attend ressemble trop à ce qu'on a aimé, on tombe dans la répétition, et le contenu paraît périmé. C'est ce qu'on peut ressentir en regardant plusieurs épisodes de Camoulox d'affilée. Il est impossible d'en choisir un plus drôle que les autres, car ils sont tous aussi barrés. Ce qu'on va aimer, c'est le décalage et les niveaux que ça atteint en termes d'absurde. L'épisode préféré de chacun sera celui qui elle aura découvert en premier. Je ramasse une saucisse et... Camoulox. Mais une fois qu'on a compris le principe, on a la sensation d'avoir fait le tour. À cause des attentes qu'on se crée sur base des épisodes précédents, les suivants deviennent lassants. Pour que les attentes soient comblées, le facteur de surprise et de découverte est donc capital. Mais en opposition, quand on attend quelque chose, on doit aussi y retrouver la magie du début. Si ça s'en éloigne trop, ça déçoit le spectateur, car on a l'impression que l'œuvre part au-delà d'un cadre dans lequel on voulait que ça reste. La surprise ne doit donc pas être trop grande non plus. Et là, on touche au paradoxe. Le spectateur réclame un juste milieu pour ne pas se faire déposséder de ce qu'il a aimé tout en ayant l'impression de le redécouvrir. Mais c'est un juste milieu qui n'existe pas. On le sait bien, il est impossible de contenter tout le monde et il y en a toujours qui diront que c'était mieux avant et d'autres pour aimer la suite. Tout est une question d'attente qu'on s'est créé. Il y en a pourtant certains qui sortent du lot. Je pense au dernier épisode de What the Cut par exemple. Il a été en grande partie très apprécié car il balançait entre tous ces aspects. Les fans de la première heure qui aimaient juste l'analyse de vidéo y ont trouvé leur compte, tout en étant surpris par de nouvelles blagues sans tomber dans la redondance et la caricature des anciens running gags. Et en plus, il y a eu la mise en scène qui est encore montée d'un cran pour amener un vent de fraîcheur à cet épisode. Ça rend l'épisode quasiment réussi en tout point. Mais du coup, la suite de ce qu'a fait Antoine Daniel s'est misérablement plantée. Après un épisode 37 aussi grandiose qui avait ravi tout le monde, il n'a fait que grossir les attentes pour la suite. Il a donc très vite annoncé qu'il sortirait sa série audio Clyde Vanilla, et même si les gens étaient au courant que ce serait très différent de What the Cut, ça a quand même été beaucoup trop teasé. Dès l'annonce, Antoine Daniel présentait cette série audio comme étant son nouveau projet phare. Et donc évidemment, peu importe la qualité du produit fini, les attentes des internautes étaient beaucoup trop hautes. Ça explique en partie le flop de Clyde Vanilla selon moi. Et pourtant, je recommande chaudement cette série à n'importe qui. Mais RL3 dans tout ça, parce que c'est quand même le titre. Là où Bruce Benamran, alias Y Penser, a fait fort, c'est qu'il a entièrement supprimé le facteur attente du public. Ça fait depuis plus d'1 an que Bruce travaille sur cette série. Ça lui a bouffé des milliers d'heures, il a dû mettre ses vidéos quasiment à l'arrêt pendant 1 an, ça a stoppé la croissance de sa chaîne, sauf qu'il n'a jamais parlé de cette série publiquement. À aucun moment, il a annoncé qu'il y travaillait, personne n'a eu droit à aucun teasing et il n'y a même pas eu de bande-annonce. La seule annonce était une vidéo tournée à l'arrache dans un parc avec son téléphone 2 jours avant la sortie du premier épisode. Personne n'avait d'attente, personne n'a été teasé comme pour Clyde Vanilla, on n'était pas au courant et ça nous est tombé dessus. On a donc su profiter de cette série sans savoir être déçu de quoi que ce soit. Mais les attentes ne font pas tout. Il a fallu assurer par la suite. Entre chaque épisode, des dizaines et des dizaines de théories naissaient par rapport au twist final, et tout le monde l'attendait. Chaque épisode a fait monter les attentes, et on aurait pu craindre un retournement de situation tout pété, mais justement, le dernier épisode était le meilleur. Et c'est aussi là que je veux en venir. Toutes les attentes construites après chaque épisode n'ont fait que sublimer le dernier épisode. Les attentes ont fait enrichi l'expérience. Il a su répondre aux attentes sans décevoir tout le monde, et ça, c'est très dur à faire. Du côté des créateurs, le facteur attente du public est aussi une grosse influence et peut selon moi être un facteur ravageur. Un créateur qui sait que son contenu est très attendu doit choisir entre faire quelque chose qui correspond aux attentes et qui plaira le plus possible, quitte à s'éloigner de ce qu'il voulait vraiment créer. Ça demande parfois d'abandonner en partie la vision du créateur car il sait que ce sera moins apprécié. Ou bien on choisit de conserver l'envie originelle en ne prenant pas les attentes en compte et en faisant ce qui plaît au créateur.
Les deux peuvent être très durs à concilier, entre contenter les attentes et produire ce qu'on veut vraiment. Et avec du recul, ça nous paraît logique de continuer à faire ce qui nous plaît. Mais quand on sent la pression des attentes autour, ça peut être un choix beaucoup plus difficile à faire. Parce que de nouveau, c'est frustrant, mais on ne saura jamais contenter tout le monde. Être en attente de quelque chose est un sentiment d'excitation, mais aussi une menace, car on attend quelque chose de bien précis. Et ce que je dis peut être généralisé à beaucoup de choses. C'est la raison pour laquelle je ne regarde jamais les bandes annonces ou les avis avant d'aller voir un film, pour éviter les attentes. Si je suis déçu, c'est uniquement parce que le produit était mauvais, et pas parce qu'il était moins bon que je ne l'espérais. Nos attentes créées par nos expériences passées peuvent nous gâcher notre expérience en tant que spectateur, mais aussi décupler les sensations. Tout dépend de la manière dont c'est géré et si les attentes ne vont pas trop loin. En mettant trop de pression sur le dos des créateurs, ils peuvent en arriver à essayer de contenter tout le monde, mais c'est rarement bon signe. Ça revient à faire du grand public, s'éloigner des intentions de base et de tout faire foirer. Du coup, je me dis que des œuvres très attendues comme les films Kaamelott, que les fans attendent depuis plus de 9 ans, feraient peut-être mieux de rester à l'état de fantasme dans nos esprits, comme quelque chose d'inatteignable. Car les attentes créées au fil des années ne peuvent que nous décevoir. Et le meilleur moyen de ne pas être déçu est peut-être de continuer à l'idéaliser.